Bonsoir à toutes et à tous. La paix soit avec vous. Hommage à ce grand penseur que fut Antonio Gramsci. Et je me permets de vous présenter un ouvrage très intéressant, Guerre de mouvement et de position. Alors cet ouvrage consacré à Gramsci est une véritable anthologie des textes choisis, compliqués à lire et toujours plus élitistes, de cahiers de prison. Écrit bien entendu entre 1891 et 1937. Alors, effectivement, cet ouvrage est d'une portée heuristique, intellectuellement stimulante, tant la pensée gramscienne volumineuse et complexe, et a largement, je dirais, contribué, voire apporté sur les cultures populaires, notamment sur la vie ordinaire et la manière dont la culture permet de changer nos comportements. Par ailleurs, ce livre, dont l'approche est comparable à celle, je dirais, de tous les penseurs du début du siècle, qui se sont penchés sur une certaine analyse de l'évolution du monde. Gramsci, qui reste à mon sens un penseur incontournable, et qui, même encore ces derniers temps, a été cité de Sarkozy à Macron comme étant une référence. Alors je sais, vous allez me dire, Macron, Sarkozy. Ce qui prouve que finalement Gramsci fut un marxien, ce n'était pas un orthodoxe. Je dirais pas non plus hétérodoxe, mais je pense qu'il avait bien compris Marx, il avait repris ce que Marx avait dit. Je ne suis pas marxiste. Quand Marx dit je ne suis pas marxiste, c'est qu'il n'a pas voulu établir un dogme, mais bien une praxis. C'est-à-dire que Marx est un élément, un outil qui permet aux chercheurs, à l'individu, même au citoyen lambda qui veut réfléchir sur l'économie, sur le capitalisme, sur la société. Marx donne des outils. Et Marx reste finalement au fond un outillage qui permet à celui qui veut s'intéresser et comprendre un petit peu je dirais, les déterminismes des conceptions systémiques de nos sociétés, et Marx reste un élément, je dirais, incontournable. Bref, je voulais parler de Gramsci, justement, Gramsci qui s'est illustré un peu comme Lucien Goldman en son temps, ou même Georges Lukács. Gramsci s'est effectivement détourné du choix ou de la position de Staline. Gramsci était très critique, car il introduisait ce que j'appelle la préparation à l'étude philosophique, sans en négliger effectivement l'importance des petites gens, dans ce qu'ils pouvaient vivre au quotidien, et en extirper une certaine philosophie dans leur langage qui fut le leur, mais dont certaines analyses euh, sont incontournables. Alors je vais essayer de traduire avec, je dirais, mes humbles moyens, bref, très peu, mes humbles connaissances de ce que j'ai compris de la pensée de Antonio Gramsci, à travers ce que Gramsci parle de lui-même. Donc, je vais établir quelques points de référence, je dirais, préliminaires. Pour Gramsci, il faut détruire le préjugé fort répandu selon lequel, bien entendu, la philosophie serait quelque chose de très difficile, étant donné qu'elle est l'activité intellectuelle propre d'une catégorie déterminée de savants spécialisés ou de philosophes professionnels, voire bref,
une caste de faiseurs de système, ce que Francis Cousin appelle la crétinerie universitaire. Et en cela, je m'aligne sur ce qu'il dit. Bon, pour Gramsci, il faut donc démontrer au préalable que tous les hommes sont philosophes. Alors bien entendu, tout le monde essaye de dire mais oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Tout le monde est philosophe. Ben oui, tout le monde est philosophe. Alors, bien entendu, il faut bien comprendre ce que ça veut dire, hein, en définissant les limites et les caractères de cette philosophie spontanée, qui est celle, finalement, au fond, de monsieur et madame tout le monde. Autrement dit, la philosophie qui est contenue dans le langage même, lequel est un ensemble de notions et de concepts déterminés, non pas seulement, je dirais, un ensemble de mots grammaticalement vides. C'est marrant, grammaticalement vides. Gramsci est en train de montrer finalement au fond ce que sont nos hommes politiques. Il y a plus de philosophie chez le simple homme du quotidien qu'il peut y en avoir chez notre politique. Bon, donc Gramsci détermine effectivement cette conception dans le sens commun et dans le bon sens. Ce qu'il va essayer de traduire par une conception en réunissant, je dirais, pour déterminer en un sens la religion populaire. Et donc également dans tout le système de croyances, même de superstition, d'opinion, je dirais, de façon de voir et d'agir, qui se manifeste dans ce que l'on appelle généralement, et malheureusement cela a été rendu péjoratif, le folklore. Alors Gramsci nous a démontré que tous les hommes sont philosophes, à 2 degrés bien entendu. Fût-ce à leur manière propre, inconsciemment, dès lors que dans la plus petite manifestation d'une activité intellectuelle quelconque, le langage se trouve contenu une conception déterminée du monde. On passe au second moment, au moment de la critique de la conscience. C'est-à-dire qu'on passe à la question suivante. Est-il préférable, Gramsci se pose la question en ces termes, est-il préférable de penser sans avoir une conscience critique, d'une façon désagrégée et occasionnelle, c'est-à-dire, en fait, tout bonnement participer à une conception du monde imposée mécaniquement par le milieu extérieur, autrement dit, par l'un des nombreux groupes sociaux dans lesquels chacun se voit automatiquement impliqué depuis son entrée dans le monde conscient, et cela bien entendu peut se traduire, je dirais, peut-être par son propre village, sa province, l'origine peut en être la paroisse, et je dirais l'activité intellectuelle du curé, du vieillard patriarcal, du simple quidam, dont la sagesse peut faire loi dans son univers, quelle que soit l'échelle, ou encore la petite bonne femme qui a hérité de la, je dirais, la sapience des sorcières, ou le petit intellectuel aigri dans sa propre stupidité et son impuissance à agir ou à changer les choses autour de lui? Ou bien est-il préférable, selon Gramsci, d'élaborer sa propre conception du monde de façon consciente et critique? Et, in fine, ainsi en connexion avec ce travail que l'on doit à son propre cerveau de choisir sa propre sphère d'activité, de participer activement à la production de l'histoire du monde, bref, d'être le guide de soi-même au lieu d'accepter passivement et lâchement le sceau soit mis de l'extérieur à notre propre personnalité. Gramsci détermine justement l'importance de la liberté de réflexion tout en utilisant des outils
qui à son, je dirais, à sa période, à son époque, étaient pour lui les plus justes, qui pouvaient garantir un peu à la manière platonicienne le sens de l'intérêt commun. Pour ce qui concerne la conception que l'on a du monde, pour Gramsci, on appartient toujours à un groupe déterminé, et précisément au groupe de tous les éléments sociaux qui partagent une même façon de penser et d'agir. Pour lui, nous sommes donc toujours les conformistes d'un quelconque conformisme. Nous sommes des hommes masses ou des hommes collectifs. Il a bien planté, je dirais, la réflexion sur la responsabilité individuelle et la responsabilité collective. Quand, je dirais, peut-on établir la responsabilité collective et quand pouvons-nous, je dirais, également commencer dans la responsabilité individuelle lorsque nous appartenons à un groupe masse, en ayant cette responsabilité historique, tout en ayant également juridiquement cette responsabilité individuelle quand le reste de la masse commet des éléments qui peuvent être condamnables et délictueux. Alors la question est la suivante. Gramsci se pose, je dirais, cette problématique de quel type historique est le conformisme. L'homme masse dont on fait partie, quand la conception que l'on a du monde n'est ni critique ni cohérente, mais désagrégée et occasionnelle, on appartient simultanément à une multiplicité d'hommes masse et dont effectivement la personnalité est composée de façon, je dirais, étrange. Je dirais pour moins qu'on puisse dire. On y trouve des éléments de l'homme des cavernes, des principes de la science, la plus moderne et la plus avancée. On y trouve, je dirais, les préjugés de toutes les phases historiques, éducationnelles, religieuses, passées dans l'étroitesse de leur localisation, pêle-mêle avec les institutions d'une philosophie à venir, qui sera finalement, au fond, la philosophie propre au genre humain unifié mondialement. Alors critiquer sa propre conception du monde signifie donc la rendre unitaire et cohérente et l'élever jusqu'au point où elle rencontre la pensée mondiale la plus avancée. Selon Gramsci, cela signifie aussi par conséquent critiquer toute la philosophie qui existait jusqu'ici dans la mesure où elle a laissé de solides stratifications dans la philosophie populaire. Le point de départ de l'élaboration critique est la conscience de ce qui est réellement, c'est-à-dire connais-toi toi-même en tant que produit du processus historique qui s'est déroulé jusqu'ici et qui a laissé en toi une infinité de traces reçues sans bénéfice d'inventaire. C'est un tel inventaire qu'il faut faire pour commencer. Rappelez-vous un peu ce que les religions, y compris les présocratiques, ont défini. Connais-toi toi-même, tu connaîtras ton Seigneur. Donc, pour Gramsci, on ne peut séparer la philosophie de l'histoire de la philosophie, ni la culture de l'histoire de la culture, au sens le plus immédiat et le plus juste. L'on ne peut être philosophe, c'est-à-dire avoir une conception du monde critiquement cohérente, sans la conscience de son historicité, de la phase du développement et de ce que cette conception représente, et du fait qu'elle est en contradiction avec d'autres conceptions, ou avec des éléments d'autres conceptions. La conception du monde que l'on a en propre répond à des problèmes déterminés posés par la réalité, qui sont inévitablement bien déterminés et originaux dans leur actualité. Comment est-ce possible, ou comment est-il possible de penser le présent, et un présent bien déterminé avec une pensée élaborée pour les problèmes d'un passé souvent bien lointain, voire même dépassé? Si cela se produit, cela signifie que nous sommes anachroniques. Donc Gramsci introduit le terme d'anachronisme dans notre propre temps, et que nous sommes, selon lui, effectivement des fossiles. Impossible de pouvoir interpréter ou réinterpréter les défis qui s'imposent à nous face à une société contemporaine. Et que finalement, au fond,
Nous ne sommes plus des êtres vivants, de toute façon, dans ce qu'on peut appeler la conception moderne de l'individu. Ou pour le moins que nous sommes composés, je dirais, bizarrement, étrangement. Et il arrive effectivement que des groupes sociaux, qui par certains aspects expriment la modernité la plus développée, sont par d'autres égards en retard de leur position sociale et partant incapables d'autonomie historique dans sa complétude, ou dans son, je dirais, son accomplissement complet. Alors, pour résumer ce que je viens d'avancer, Gramsci, s'il est vrai que tout le langage contient les éléments d'une conception du monde et d'une culture, il sera vrai aussi que le langage de chacun, on peut tirer un jugement sur la plus ou moins grande complexité de sa conception du monde. Celui qui parle seulement le dialecte ou comprend la langue nationale à des degrés divers, celui qui participe nécessairement d'une intuition du monde plus ou moins restreinte et provinciale, fossilisée, anachronique par rapport aux grands courants de pensée qui dominent l'histoire mondiale, et ben ma foi, in fine, ces intérêts seront restreints et plus ou moins corporatistes ou économistes, non pas universels, s'il n'est pas toujours possible d'apprendre plusieurs langues étrangères pour se mettre en contact avec diverses vies culturelles, au moins faut-il bien apprendre la langue nationale. Une grande culture peut traduire dans la langue une autre grande culture, c'est-à-dire qu'une grande langue nationale, historiquement riche et complète, peut traduire toute autre grande culture, autrement dit, qu'elle peut être une expression mondiale. Mais le dialecte ne peut pas faire la même chose. Et c'est ce que Gramsci nous a fait comprendre, qu'il est très important de maîtriser une langue nationale avec sa littérature, sa philosophie, connaître son orthographe, connaître aussi la grammaire, tous ces éléments concourent effectivement à avoir, je dirais, une connaissance importante pour pouvoir ensuite étudier d'autres cultures. Et c'est une des raisons pourquoi nous sommes aujourd'hui dans un système qui a tendance à nous abrutir et à nous rendre idiots afin de réduire l'accès, je dirais, éparse à la littérature, à la lecture, et qui ne permet plus effectivement de réfléchir, car si le cerveau est un moteur, la culture en est l'essence. Bon, pour terminer, Gramsci crée une nouvelle culture, et qui ne signifie pas seulement faire individuellement des découvertes originales, mais cela signifie aussi spécialement répandre de façon critique les découvertes déjà faites, ce qu'il appelle la socialisation du concept. Pour ainsi dire, par conséquent, faire qu'elles deviennent autant de base pour des actions vitales, en faire un élément de coordination et d'ordre intellectuel et moral chez l'ensemble de la classe ouvrière. Et qu'une masse d'hommes soit conduite à penser de façon cohérente sur un mode unitaire, le réel présent, c'est un fait philosophique bien important et original que ne peut être la trouvaille de la part d'un génie philosophique, d'une vérité nouvelle qui reste le patrimoine d'un petit groupe intellectuel se gargarisant les uns les autres, mais en ne pénétrant plus l'ensemble des individus que peuvent constituer leur approbation et les orientations du monde. Voilà, je vous remercie, j'ai essayé de vous traduire un petit peu rapidement à la lumière de ma propre réflexion ce livre qui pour moi est un livre fondamental. Donc je vous remercie de m'avoir écouté, je vous demanderai un peu de clémence, car je sais que ma logorée peut être un petit peu soporifique. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine chronique.